Bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur des documents assez particuliers. Ils concernent le journal d'un tueur, des textes attribués à Gérard Schaffer. Oui, Schaffer, un ancien policier américain. Un nom qui résonne lourdement dans les affaires criminelles. C'est ça, soupçonné de très nombreux meurtres dans les années 60-70, condamné finalement pour enlèvement et un double homicide seulement, si on peut dire. Un personnage vraiment sombre. Absolument. Et au cœur de cette affaire, il y a ces écrits, d'une violence extrême. Oui, Et la question qui revient sans cesse avec ces textes, est-ce que c'est de la fiction, purement macabre, des confessions, déguisées, ou alors une forme de manipulation? il entretenait le flou lui-même, n'est-ce pas? Tout à fait, il jouait avec ça. Bon, ben, c'est justement ce qu'on va essayer d'explorer un peu. Pour comprendre les textes, je pense qu'il faut d'abord essayer de cerner l'homme. Schaeffer, il venait d'un milieu plutôt aisé. C'est ça, famille aisée, mais avec un père alcoolique, une ambiance compliquée apparemment, une éducation catholique assez stricte aussi. Et déjà, très jeune, il y avait cette fascination pour le morbide, pour des choses assez dérangeantes. Oui, c'est ce qui ressort. Une dualité précoce, une façade respectable, il a été enseignant un temps, Enseignant, puis policier. oui. Une façade qui cachait déjà pas mal de fissures, de zones d'ombre. Sa relation avec Sandra Landon aussi, qui refera surface plus tard, s'inscrit là-dedans. Et puis arrive 1972. L'année clé, on peut dire. C'est là qu'il enlève et tente de tuer deux jeunes femmes, Nancy et Paula Sou. Oui, exactement. C'est ce qui mène à sa première arrestation, sa condamnation pour kidnapping. Mais il est relâché sous caution, c'est ça qui est fou. Oui, et c'est pendant cette période de liberté conditionnelle qu'il commet les meurtres de Georgia Jessup et Suzanne Pless. Ah oui, les deux meurtres pour lesquels il sera finalement condamné à la perpétuité. C'est ça, en 1973. L'identification des corps a été tardive, mais décisive pour sa condamnation finale. Alors venons-en aux écrits, le cœur de notre analyse aujourd'hui. Les extraits qu'on a pu consulter sont, comment dire, très très crus. Ah oui, c'est extrêmement graphique. Le sadisme, l'humiliation, la scatologie, la nécrophilie, tout y est décrit avec une précision glaçante. Il y a des titres comme Une blonde sur un pieu. Rien que ça donne une idée de la tonalité, quoi. Il y a une vraie insistance sur le détail sordide, sur la dégradation de la victime. C'est un mélange très perturbant de détachement presque clinique et de fascination évidente. Il ne fait pas que raconter, on a l'impression qu'il savoure, qu'il y a une complaisance. C'est exactement ça. Il semble savourer chaque détail atroce. Mais alors, comment il justifiait ça, lui? Parce qu'il niait être l'auteur des faits décrits dans ses textes, c'est bien ça? C'est ça, et c'est là qu'on touche à la manipulation, je pense. Il se posait en victime d'un système corrompu. Ah d'accord. Il affirmait que ces histoires horribles, il ne les avait pas inventées, qu'il les tenait d'autres détenus. C'est pratique. Oui, et le sommet, c'est qu'il disait que son talent d'écrivain, c'était un don de Dieu. Un don de Dieu. Pour écrire ça? Oui, pour montrer la laideur du meurtre, pour mettre en garde les gens. C'était ça sa ligne de défense. C'est pour le moins paradoxal, vu la fascination qu'on ressent dans ses écrits. Complètement. Une posture de moraliste dévoyé, très calculée en fait. Se poser en avertisseur tout en se vautrant dans l'horreur. Et ses interactions en prison. Il y a eu Sandra London, son ex-petite amie, qui est revenue dans sa vie. Oui, elle a repris contact avec lui, elle a publié ses écrits sous les titres Killer Fiction. Ça lui a offert une certaine... Une sorte de notoriété morbide, j'imagine. Tout à fait. Avant qu'il ne finisse par se disputer violemment pour des questions de droit d'auteur. Et puis, il y a cette histoire célèbre, ou tristement célèbre, avec Ted Bundy. Il prétend avoir eu des conversations avec lui en prison. Un peu macabre entre eux, sur leur score de victimes par exemple. Une compétition, oui, incroyable. Oui, et ils auraient échangé des détails sordides sur leurs méthodes, leurs fantasmes. Mais est-ce qu'on peut vraiment prendre ça pour argent comptant? Est-ce que c'est fiable? C'est une excellente question. Il faut vraiment insister que ce récit vient uniquement de Schaeffer. Il n'y a aucune corroboration. Donc c'était peut-être juste une façon pour lui de se mettre en valeur, de se comparer à Bundy. C'est très probable. Ça colle parfaitement avec le personnage du manipulateur, cherchant à se grandir, même dans l'horreur. D'accord. Et malgré tout ça, Killer Fiction, le livre, a eu un certain succès. Oui, un statut culte dans certains cercles, disons, underground ou fascinés par le macabre. Schaeffer a même participé à une émission de télé américaine à un moment donné. Étonnant. Mais sa fin a été brutale, hein? Oui, très. Tué en prison en 1995 par un autre détenu. Une fin violente. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Ce qui ressort, c'est vraiment cette figure
complexe, insaisissable et profondément perturbante. L'auteur maudit, le manipulateur cynique, le monstre soupçonné d'actes indicibles. Difficile de tracer la ligne. Ces textes sont le miroir parfait de cette ambiguïté terrifiante. Il se présentait comme un observateur, un expert du meurtre, presque un moraliste à sa façon tordue. Oui, tout en décrivant des actes d'une cruauté inimaginable, avec une fascination qui, elle, ne fait aucun doute. La frontière entre sa fiction et une possible réalité autobiographique reste très trouble. Sa fin violente semble presque une conclusion logique d'une manière horrible à son parcours. Oui, et il prétendait que ses écrits, malgré leur contenu abject, servaient un but, presque positif, en révélant l'horreur pour mieux la combattre. Ce qui nous amène à une dernière réflexion, peut-être. Est-ce qu'on peut vraiment explorer ces abîmes de la perversité humaine à travers de tels écrits sans risquer soi-même de s'y perdre un peu ou de banaliser l'innommable? Ou est-ce que, au contraire, comme le suggérait paradoxalement Schaffer, cette confrontation directe avec la noirceur extrême peut d'une certaine manière nous éclairer sur les mécanismes du mal? C'est une question qui reste ouverte. De quoi méditer en tout cas.